Nous vous proposons donc maintenant d'aborder le sujet du microbiome cutané. Alors il est beaucoup moins connu que le microbiote qui tapisse l'intérieur de notre intestin, mais il joue aussi un rôle de bouclier protecteur donc contre tous les agents qui peuvent agresser notre peau. Et donc pour évoquer ce sujet, je vous propose d'accueillir Christine Bodemer, donc sous vos applaudissements, ainsi que Madame Magali Moreau. Et donc, pour animer ces échanges, Anne Jean-Blanc, journaliste santé au point, responsable éditoriale des événements. On applaudit également. Bonjour, merci à vous d'être là. On est très, très content que vous soyez avec nous pour aborder un sujet que nous traitons pour la première fois à Futurapolis Santé parce que c'est un sujet assez émergent quand même. Effectivement, Hélène vous l'a dit, le microbiote, notre deuxième cerveau, on en parle de plus en plus et on en parlera dans l'avenir. Mais ce qu'on a sur la peau et les différents microbiomes, les microbiotes de l'organisme, on les connaît un petit peu moins. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter Christine Bodemer. Elle est chef du service de dermatologie de l'hôpital Necker à Paris. Elle est aussi chercheure de haut niveau à l'Institut Imagine et elle dirige la filière France des maladies rares et le réseau européen Rien que ça. Et puis, il y a aussi Magali Moreau. Elle est chef des laboratoires microbiote au sein de la recherche L'Oréal. Alors, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on peut définir ce microbiote cutané ? Oui, on peut le définir. Alors, le microbiome, c'est un écosystème, c'est un ensemble de micro-organismes vivants qui est composé de bactéries, de champignons et de virus. C'est 1 million de micro-organismes par centimètre carré sur votre peau. Alors, c'est plus petit que le microbiome intestinal, comme vous venez de le dire, mais c'est 1000 espèces. Donc, c'est quand même une grande diversité qui se définit aussi différemment selon l'endroit sur la peau. On pourrait presque parler de microbiote au pluriel. Par exemple, celui qu'on a sur le visage n'est pas le même que celui qu'on a dans le dos ? Alors, le visage et le dos, ça va se rapprocher. C'est vraiment... par exemple, les zones humides sous les aisselles, les zones très sèches sur le corps et les zones plus grasses, comme le visage et le dos, vont vraiment avoir des compositions différentes. On en a aussi sous les pieds ? Ah, on en a sous les pieds, oui. Incroyable. On en a partout. On en a partout. Christine, un petit mot de plus sur... Oui, non, tout à fait. Et sur les pieds, c'est d'ailleurs un microbiote différent que sur les autres zones. C'est pour montrer la complexité. Mais la richesse aussi, puisque cette diversité en fait de germes sur la peau fait la force en fait de ce microbiote cutané et nous permet de vivre. Il n'y aurait pas cette diversité, cette richesse, on n'aurait pas de survie en fait, très probablement. Et est-ce que tous nos microbiotes, donc on en a plusieurs dans tout l'organisme, dans les poumons aussi, est-ce qu'ils communiquent entre eux tous ces microbiotes ? Alors déjà, à l'intérieur du microbiome cutané, les organismes communiquent entre eux. Oui. Ça, c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles cette communication leur permet en fait de sécréter des éléments qui vont nous défendre. C'est-à-dire qu'ils vont créer un environnement hostile pour des pathogènes qui pourraient s'y installer. Ensuite, il y a un dialogue qui se fait aussi avec la peau, un dialogue constant. Comme le disait Christine, qui est très important pour les fonctions de défense de la peau. Et puis, vous parlez là des différents microbiomes, celui de l'intestin, celui de la peau, et j'allais dire, quel que soit l'endroit de l'organisme, il y a également des communications qui se font via les petites molécules que chacun des microbes sécrète. Tout à fait. Je pense qu'il y a 1000 choses encore à apprendre, mais ce que je voudrais savoir, Christine, c'est comment il se forme ? Est-ce qu'il se forme à la naissance ? Comment il apparaît ce microbiote ? Alors, il va apparaître progressivement, tout dépend du mode d'accouchement qu'il y a eu. L'enfant qui naît par voie basse naturelle, comme on dit, va très rapidement avoir un microbiome qui est lié à finalement le microbiome vaginal en fait de la maman. Et petit à petit, il va développer ce microbiome et petit à petit, ce microbiome du jeune enfant va se modifier dans le temps pour arriver
à peu près à l'adolescence à avoir le microbiome de l'adulte. Si l'enfant naît par césarienne, il n'aura pas donc ce microbiote vaginal naturel, de l'enfant, et donc la constitution va se faire de manière un petit peu différente, et c'est des sujets de recherche d'ailleurs pour essayer de voir ce que ça signifie en termes de protection contre des maladies comme l'eczéma atopique par exemple, dont on va parler, le fait d'être né par césarienne ou d'être né par voie naturelle. Autrement, le premier contact avec des microbes, c'est le personnel soignant qui touche l'enfant, ou les parents, enfin c'est les premiers contacts. C'est l'environnement. C'est l'environnement, dans toute sa dimension. Alors donc vous l'avez un petit peu dit déjà, il ne reste pas le même tout au long de la vie. Il évolue, il change, et il n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Oui, alors le microbiome, je disais, il dépend de la localisation sur le corps, mais il est aussi très personnel. Il est lié à l'âge. On parlait justement d'un changement très grand lors de la petite enfance. La puberté est un autre moment de changement important pour le microbiome, puisque la peau devient grasse. Et puis aussi la ménopause, l'andropause est aussi un autre événement dans la vie qui amène un changement. Et puis pour revenir donc sur ce que vous essayez de comprendre, c'est effectivement le sexe donne un microbiome différent. Mais j'allais dire l'ensemble des facteurs internes, qui on est, est-ce qu'on est en bonne santé, et puis des facteurs externes, l'environnement, l'alimentation, c'est là où on a l'interaction avec le microbiome intestinal. D'accord. Vous voulez ajouter un petit mot sur cette variation ? Cette variation, elle est constatée. Elle est certainement d'une grande importance dans toutes les tranches de vie, sans que pour l'instant on ait encore toute la connaissance, qui est un champ de recherche extrêmement important, mais qui est au début, en quelque sorte pour la peau, un petit peu plus tard que la connaissance sur le microbiote digestif. La communication entre le microbiote digestif et la peau est très importante. On sait que dans des pathologies pour lesquelles il y a une anomalie du microbiote digestif, très probablement ça entretient des poussées inflammatoires de la peau. Ne serait-ce que parce que la modification au fait, du microbiote au niveau digestif peut entraîner une inflammation. Cette inflammation du tube digestif passer dans la circulation générale et arriver au niveau de la peau. Donc il y a vraiment une communication très nette, d'importance, et je dirais une communication aussi entre le microbiote de la surface de la peau et de la profondeur de la peau, puisqu'on n'a pas seulement un microbiome à la surface de la peau, qui va intervenir dans les fonctions de défense contre l'extérieur. On a un microbiome aussi plus interne à la peau, au niveau des follicules pilosébacés, par exemple, au niveau des glandes sudoripares. Et là aussi, il y a une communication entre l'intérieur et la surface très importante, qui fait que si, par exemple, on fait une abrasion, on enlève tout le microbiome superficiel, rapidement, il va y avoir une recolonisation de ce microbiome par l'intérieur pour revenir assurer une défense de la peau. Et cette défense de la peau est essentielle. Alors on va reparler de défense de la peau, mais moi je voudrais savoir actuellement comment on effectue les recherches. Vous avez l'air de dire qu'on sait un certain nombre de choses. Comment ça s'observe, comment ça s'étudie le microbiote aujourd'hui cutané? Alors le microbiome, ça se regarde un peu comme vous avez eu l'expérience avec les tests Covid. C'est-à-dire que c'est simplement un petit swab qu'on va se mettre sur la peau. Ça, c'est le geste le plus simple. Et après arrive la complexité d'aller chercher l'information génétique. Donc c'est vraiment le microbiome, c'est du séquençage, c'est du digital. Donc c'est ça qui nous a ouvert l'ensemble des espèces. Et on sait qu'on en a des milliers grâce aux avancées de la génomique et du séquençage. Donc il y a l'observation pure, je donne la parole juste, il y a l'observation pure au microscope électronique, c'est une photo de surface globalement, et puis il y a la composition en temps réel. La microscopie, c'est très compliqué puisqu'en fait, on ne peut pas l'appliquer sur l'organisme vivant, hein, donc l'observation finalement, elle n'est pas directe. Et c'est bien pour ça qu'en fait, on a mis beaucoup plus de temps, j'allais dire, à comprendre la diversité du microbiome cutané, puisqu'il est très peu finalement dense et il est difficile à voir. Et c'est vraiment le séquençage. C'est très différent quand même du microbiome intestinal. Christine ? Oui, je voulais simplement ajouter que si on a eu, pas du retard, mais si au niveau de la peau,
on en est un petit peu moins avancé que le tube digestif, c'est parce qu'initialement, on pensait plus aux cultures. On fait un prélèvement, tout le monde a eu l'expérience d'un petit écouvillon qui met la culture, et ça, ce n'est pas du tout le reflet de toute la flore microbienne qu'il y a sur la peau, qu'elle soit pathogène, entraînant des pathologies, ou qu'elle soit commensale, c'est-à-dire vivant en bonne harmonie avec nous. Et ce qu'on appelle la métagénomique, ce qui a permis de définir les gènes, en fait, de ces germes, a fait faire une avancée énorme. Il faut voir que pour les cellules de l'organisme classique, les cellules somatiques, germinales, ce qui forment un individu, on a 20 000 gènes. Pour les germes du microbiome, il y a 8 millions de gènes. Ce qui fait que, c'est pour montrer toute la complexité, ce qui fait qu'on parle de deuxième génome humain, tellement cette diversité est riche et sûrement de très grande importance. Mais petite question bête, j'en suis désolée, mais si on observe les squames de la peau, parce que ça desquame la peau, est-ce qu'on peut déjà étudier un peu du microbiote qui est avec ou pas du tout? Alors, si on prenait des squames, on va pouvoir, comme vous l'avez dit, avec le microscope électronique, voir quelques germes, mais en fait, on va vraiment, j'allais dire, juste gratter la surface, hein, c'est le cas de le dire. Il y a énormément en fait de microbes qu'on ne verra pas, parce qu'ils sont en faible quantité. Et puis les bactéries, ça correspond à 80% du microbiome cutané, mais on a aussi des champignons, mais aussi des virus, hein, des choses qui vraiment vont être très difficiles à voir même avec les outils microscopiques aujourd'hui. Donc très sincèrement, oui, la métagénomique, le séquençage, c'est ce qui a vraiment ouvert les yeux sur la diversité, mais aussi du coup le potentiel. Alors maintenant, on va parler un petit peu de microbiote et pathologie, c'est votre spécialité. Quelles sont pour l'instant les affections cutanées que l'on connaît qui sont liées à un déséquilibre du microbiote? Alors je pense qu'il faut déjà bien replacer le rôle du microbiome pour bien comprendre en quoi ça va être impliqué en pathologie. Donc il y a cette fonction de barrière, on vient d'en parler, hein. Vous voyez la couche superficielle de la peau. La superficie s'appelle le stratum corneum, c'est comme un mur qui nous défend contre l'extérieur. Il y a aussi, pour faire fonction de barrière, des fonctions chimiques, le pH de la peau. Il y a également des fonctions immunologiques, le système immunitaire amené par les petits vaisseaux sanguins à la partie superficielle du derme, et puis ce microbiome. Et ce microbiome, vous avez compris la richesse, le nombre en fait de germes qu'il y a sur la peau, 1 million sur 1 cm², c'est énorme. Et donc déjà, ça va faire un effet de masse qui va protéger contre les agressions extérieures des agents pathogènes extérieurs. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est ce microbiome, certains germes, comme par exemple pour la peau, le staphylocoque epidermidis, c'est comme ça qu'on l'appelle, va sécréter des petites protéines qui vont intervenir dans la défense contre les agents infectieux extérieurs. Et plus que ça, il va y avoir dans ce microbiome des germes qui vont intervenir pour la maturation de l'immunité non seulement cutanée, mais sûrement plus systémique. Et puis, il y a une fonction aussi quand il y a une plaie, par exemple, une plaie sur la peau. Ce microbiome superficiel va aller dans la plaie, il va stimuler un petit peu ce système immunitaire, c'est pour ça que j'en parlais, créant une petite inflammation qui est nécessaire à la cicatrisation, donc rôle important, et qui est nécessaire aussi pour lutter contre des agents extérieurs qui donneraient une infection. Mais quand l'inflammation dépasse la capacité en fait de ces germes, ces bons germes, eh bien, on va avoir une manifestation d'inflammation. Ces bons germes, comme le staphylocoque epidermidis, mais il y en a d'autres, active la venue des kératinocytes, les couches superficielles de la peau, pour cicatriser. Et donc on voit bien que dans l'équilibre qu'il peut y avoir, si cet équilibre n'est pas respecté, eh bien, il n'y aura pas les bons germes pour nous défendre contre les agents extérieurs pour créer une inflammation bénéfique. On va avoir une inflammation beaucoup plus importante et des poussées inflammatoires cutanées. Et un exemple très concret, c'est l'eczéma atopique, la dermatite atopique, pour ceux qui connaissent. Les études montrent bien que juste avant la poussée inflammatoire, on a un appauvrissement du microbiome. On n'a plus la richesse de beaucoup d'espèces, on a un appauvrissement, et cet appauvrissement va se traduire par la venue de la poussée inflammatoire. Et quand on traite la poussée inflammatoire, on recrée en fait une dynamique pour recréer un équilibre de richesse du microbiome sur la peau. Donc en fait, la poussée inflammatoire, elle est précédée par cet appauvrissement. Et donc si on n'a pas une bonne quantité, un respect en fait de la quantité du microbiome de la peau, un bon équilibre entre les différentes espèces, ce déséquilibre va créer de l'inflammation et du risque de maladies parfois beaucoup plus sévères. Et dans les maladies rares de la peau, par exemple des plaies chroniques par une anomalie génétique,
l'épidermolyse bulleuse par exemple, on voit qu'on va avoir une sélection, en fait, un appauvrissement de certaines souches protectrices au profit de souches pathogènes comme le staphylocoque doré, et que c'est des souches très particulières, c'est ce qu'on étudie précisément dans mon équipe, ce sont des souches très particulières qui vont avoir une virulence très importante. Quand on les expérimente chez l'animal, ça crée de l'inflammation très importante. Cette inflammation va retarder la cicatrisation, entraîner des plaies chroniques, et ces plaies chroniques vont favoriser la cancérisation. D'où l'importance, en fait, il n'y a pas que ce facteur-là, mais ce facteur-là est essentiel. Vous voulez ajouter quelque chose, Magali ? Non, je pense que Christine a dit tout et beaucoup de choses. Je voudrais simplement peut-être ajouter qu'effectivement, au-delà donc de ces pathologies très graves, on a aussi des changements peut-être plus subtils du microbiome. Quand on va arriver sur des peaux à tendance eczéma, on va voir cet appauvrissement que citait Christine du microbiome. On a aussi des changements dans des compositions plus précises, par exemple dans l'acné, dans les peaux très réactives. On va aussi avoir des signatures microbiennes qui sont différentes et qui sont encore le sujet de recherche afin de pouvoir apporter des solutions pour pallier ces situations. Donc vous parliez de déséquilibre du microbiote. Si on le rééquilibre, c'est gagné. Je crois que les grands mots forts, en fait, à l'heure actuelle, c'est effectivement garder la richesse de la diversité et l'équilibre entre les espèces. Diversité et équilibre. Si on n'a pas si on respecte pas ça, les eucaryotes que nous sommes risquent de mourir et de disparaître. Et je trouve qu'au niveau philosophique, c'est quand même assez intéressant. Hein, richesse et équilibre, c'est quand même diversité et équilibre, c'est quand même intéressant. Donc, effectivement, il faut essayer de restaurer cet équilibre, ce qui veut dire que contrairement à par le passé où on essayait de détruire ce qui était en trop grand nombre, il faut peut-être réapporter ce qui n'est plus en quantité suffisante pour respecter l'équilibre, c'est tout à fait exact. Vous menez des travaux pour rééquilibrer, et j'ai entendu, enfin vous m'aviez dit quand on a préparé que réenrichir peut aussi déséquilibrer. Alors, comment trouver la bonne dose, le juste milieu pour ces peaux fragiles ? Non, c'est une bonne question. Après, on travaille donc sur le maintien de l'équilibre, ça c'est essentiel, garder une peau saine, c'est ce que mentionnait Christine. Et puis, pour tout ce qui va être déséquilibre, on est vraiment intéressé non seulement par nourrir le microbiome, apporter des sources de sucre, d'acides gras qui vont leur permettre d'être dans le bon environnement et de croître, et aussi d'apporter aussi un équilibre de la peau, parce que finalement, la peau sait très bien s'équilibrer soi-même. Je pense qu'on n'est pas inquiet de passer de l'autre côté de la barrière, j'allais dire, dans le déséquilibre que vous mentionnez. On a, heureusement pour nous, un dialogue permanent microbiome-peau qui permet, j'allais dire, de maintenir chacun au bon endroit. C'est vraiment dans des situations de perturbation beaucoup plus profondes, de pathologie ou de désordre, où on va avoir besoin peut-être de favoriser l'environnement, de donner des nutriments, de la bonne nourriture. Les nutriments, parce que vous dites qu'il y a un équilibre, il faut bien nourrir le microbiome. Est-ce que ça passe par l'intérieur, par ce que l'on ingère, ou est-ce que ça passe forcément par des produits à mettre sur la peau ? Qui répond ? Alors, c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien du tout. Et vous l'avez bien entendu, en fait, il y a une diversité du microbiome d'un individu à l'autre. Donc déjà, il faudrait faire une approche très personnalisée. Si on veut être efficace, ce n'est pas seulement une théorie, et ça c'est vrai d'une manière générale en médecine, on s'enthousiasme pour de la recherche, et évidemment je fais partie de ces gens enthousiastes, mais si on traite qu'un mécanisme, et pas un individu dans sa globalité. Avant de traiter une maladie, un mécanisme, on traite un patient et plus un individu. Et donc là, le fait de cette particularité individuelle du microbiome de chacun fait que ça rend extrêmement difficile l'interprétation de résultats sur une plus grande population. Donc on en est au début, en fait, de la compréhension. Il y a des essais qui ont été faits, alors j'ai plus parlé en pathologie, en ce qui me concerne. Il y a des essais qui ont été faits pour appliquer sur la peau de patients atopiques un certain germe qui a semblé montrer effectivement une efficacité dans la diminution de l'inflammation. Donc c'est des bonnes voies de recherche, mais ce n'est pas suffisant puisqu'il faut qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne et sur le plus grand nombre.
Moi, je voudrais que vous répondiez, s'il vous plaît, à quelques questions de notre pratique quotidienne. Quand nous nous démaquillons tous les soirs et qu'on prend un gant de toilette pour se frotter le visage, est-ce qu'on enlève son microbiote? Ou est-ce qu'on l'altère? Est-ce qu'on l'agresse? Dans les petits gestes quotidiens, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Oui, alors c'est le geste quotidien, et je pense que c'est le geste quotidien qu'il faut continuer à garder. On a quand même vu l'importance pendant la pandémie de se laver et d'enlever, j'allais dire, un peu les pathogènes de surface. Et de façon générale, que ce soit le microbiome ou la peau, de travailler avec, d'utiliser finalement une gestuelle qui respecte à la fois le microbiome, mais aussi le film hydrolipidique, j'allais dire l'intégrité de la peau. Et très rapidement, même si on enlève les premières couches de microbes qui sont à la fois les nôtres et j'allais dire ceux qu'on récupère de l'environnement, très vite, comme le disait Christine, tout se remet en place, ça vient de l'intérieur. Il faut vraiment réfléchir et penser à une situation qui est différente des germes sur une table. Voilà, on désinfecte. Faut pas faire table rase sur la peau, quoi. C'est pas plat, c'est pas inerte, c'est vraiment un dialogue constant. C'est à l'intérieur de la peau. Donc il y a vraiment aucune inquiétude. Et même, allez-y Christine. Non, simplement le microbiome à l'intérieur de la peau, c'est-à-dire au niveau du follicule pilosébacé, des glandes sudoripares dont j'ai parlé, représente un quart du microbiome cutané. Ça veut dire que rapidement, il y a un réensemencement pour aller rectifier ce qui a pu être déséquilibré dans des conditions physiologiques, c'est-à-dire non pathologiques, sans maladie particulière. Même si on fait un geste plus agressif comme un peeling, on n'enlève pas, enfin, c'est sans conséquence à terme sur l'équilibre du microbiote cutané. Le peeling, il va essentiellement finalement aller toucher les cellules de la peau de surface, plus oui, que le microbiome en soi, et enlever normalement les cellules qui sont de toute façon en phase terminale, prêtes à partir, à desquamer. Et le microbiome de profondeur, effectivement, va très vite reprendre le dessus sur cet équilibre. Donc on est rassuré, quoi qu'on fasse. Enfin, quoi qu'on fasse, dans les gestes de la vie quotidienne, évidemment, oui, bien sûr. On a un microbiome qui est solide et on va peut-être prendre quelques questions. Absolument. Alors, on va peut-être demander à ce que la salle soit éclairée pour qu'on voit bien. Je vois une question, s'il vous plaît, monsieur, au troisième rang. Et le temps qu'on lui apporte le micro, peut-être, Anne, pour aller dans le sens de votre dernière question. On entend aussi beaucoup, et peut-être de plus en plus, il ne faut pas se laver tous les jours, parce qu'il faut protéger la peau. Donc vous dites non, ça n'a aucun rapport. Le microbiome va se reconstituer. Oui, je pense que c'est des questions qui sont importantes, mais il faut aussi ne pas oublier que finalement l'hygiène, c'est ce qui nous a permis, j'allais dire, de passer dans l'histoire d'états très infectieux, et donc c'est important. Et puis sur une peau saine, tout va se reconstituer, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, Christine, vous l'ajoutez. Je voulais juste te dire, ça dépend avec quoi on se lave. Aussi, c'est ça, mais en c'est vrai fait, que c'est important. C'est-à-dire si on a des produits agressifs pour la peau, qui décapent un peu la peau, si on a des produits qui ne sont pas à un pH qui va respecter le pH de la peau, voilà, tout dépend quels sont les produits utilisés. Effectivement, merci beaucoup. Monsieur attend son micro, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être... Oui, alors, monsieur avait demandé en premier, et voilà, ça arrive. Quelle est l'influence du bronzage estival sur le microbiome? Très bonne question. Qui répond ensuite? Alors le bronzage, c'est vraiment un phénomène de production de pigments mélanine qui nous aide à nous protéger des UV. Et l'interaction entre cette mélanine et les mélanocytes et le microbiome, il existe, et je ne sais pas si on a une bonne compréhension de l'influence. Je pense que ce qui va essentiellement influencer la composition du microbiome durant l'été, ça va être finalement aussi peut-être la sécheresse, le fait peut-être de suer un peu plus, la température. Ça va être beaucoup plus ce type d'influence de l'environnement plutôt que le bronzage en soi, qui est la production de mélanine. Alors juste pour
compléter un petit peu la réponse, quand on bronze, c'est qu'il y a du soleil. C'est le soleil qui va être en fait agressif sur la peau s'il n'est pas utilisé, si je puis utiliser ce terme, d'une manière raisonnable, parce qu'on a besoin du soleil pour sécréter la vitamine D, on en a besoin, mais pas utilisé de manière raisonnable, ça va agresser notre ADN, tout notre système de réparation de nos cellules, avec cette agression par les UV. Et donc cette agression-là, le bronzage finalement est un mode de protection contre le soleil, petit à petit. Et en fait, les germes qu'on a sur la peau, nos microbiomes, va se défendre aussi. Comme nous, on se défend, il se défend aussi. Il se défend, il a développé tout un système de protection contre toutes les agressions extérieures, dont les UV. Et en se défendant, il produit en fait certaines substances qui vont essayer de neutraliser les substances toxiques liées à l'agression par le soleil. Et à tel point qu'il y a maintenant des études de manière à voir comment le microbiome pourrait être utilisé dans des crèmes solaires en protection contre le soleil. Mais c'en est au début des études. Ah, c'est passionnant. Hélène ? Tout à fait. Alors, madame avait une question également ? Bonjour. J'aimerais savoir si à l'heure actuelle, il y a des pathologies imputables au déséquilibre de ce microbiome. Et pourquoi on utilise le mot microbiome et pas microbiote, comme dans le système digestif ? Merci. Merci. Alors pour le terme microbiome, microbiote, c'est, je m'en excuse, je pense que c'est la communauté scientifique qui est allée trop dans le détail. C'est, j'allais dire presque interchangeable. On parle de microbiome parce qu'en fait on parle de l'information génomique, donc le mot home. Parce que comme je le disais tout à l'heure, finalement, il y en a beaucoup de micro-organismes qu'on ne sait pas isoler et on a l'information que via la séquence, donc le génome. Mais quand on parle du microbiote, donc des organismes en soi, donc finalement, le mot est très interchangeable. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. C'est des maladies induites par la dysrégulation. Ah, induites, oui. Ouais. Donc, induites directement par la dérégulation du microbiome, il y en a probablement qu'on ne connaît pas bien encore. Par contre, le rôle du microbiome pour moduler la sévérité de maladie, ça, on commence à le comprendre de mieux en mieux. Ce qu'on sait par contre, c'est que si on a un déséquilibre du microbiote digestif et probablement cutané aussi, avec cette communication qui est en train de s'étudier, on favorise le développement de maladies auto-immunitaires. Et ça parce que le microbiome joue un rôle dans la maturation du système immunitaire. Donc ça, c'est très très important à bien comprendre. D'autre part, dans des expériences sur des souris, on a montré que chez des souris qui étaient obèses ou qui avaient des stéatoses hépatiques, c'est-à-dire du gras plein le foie, pour parler plus simplement, si on leur administrait du microbiome d'une souris saine, du microbiome digestif d'une souris saine, on allait guérir leur obésité. Donc c'est pour dire que probablement, dans certaines pathologies, c'est évidemment plus complexe que ça, mais le microbiome pourrait être dans un déséquilibre qu'il a, pour être à l'origine d'une obésité, par exemple. Et donc voilà, donc ça commence à beaucoup mieux se comprendre, mais le rôle est fondamental, peut-être même pour déclencher une maladie, vous avez tout à fait raison, madame. Par contre, il faudra voir pourquoi il y a ce déséquilibre. Ce déséquilibre est en soi aussi une cause qui fait que, où est l'œuf de la poule, c'est difficile, mais voilà, vous avez tout à fait raison que ça peut déclencher, mais en tout cas, ça intervient, certainement. Merci beaucoup. Une dernière question ? Le micro arrive. Peut-être en attendant comme on l'a rapidement évoqué, mais peut-être quelques conseils par rapport aux produits qu'on peut utiliser sous la douche, rapidement. Ou en tout cas les produits à éviter, voilà, les composants aussi, dangereux, voilà. Dangereux ou agressifs. Je reviens sur ce qu'a mentionné Christine, les produits agressifs plus globalement sur la surface de la peau. Et puis, j'allais dire d'appliquer aussi après un produit qui va permettre de remettre un environnement favorable à la croissance du microbiome, donc quelque chose d'hydratant, quelque chose qui va remettre un petit peu le bon environnement pour l'équilibre microbien. On revient sur cet équilibre. Alors, une dernière question. Oui, alors je n'ai pas très bien compris comment en fait le déséquilibre du microbiome peut générer des maladies auto-immunes. En fait, dans ce déséquilibre-là, il y a une inflammation qui va pouvoir être déclenchée parce que le microbiome par lui-même, certains germes vont être à l'origine de la production
de petits peptides qui vont intervenir dans l'inflammation et dans l'immunité. Et le déséquilibre peut donner plus de poids à certains germes de ce microbiome qui vont entraîner beaucoup plus d'inflammation que ce qui est attendu pour avoir un fonctionnement normal. Et ce trop d'inflammation, on le voit par exemple au niveau digestif, lorsqu'on a une anomalie de ce microbiome digestif, au profit en fait de germes qui vont être beaucoup plus pro-inflammatoires, si je peux dire, cette inflammation va pouvoir après se systématiser à l'ensemble de l'organisme. Comme toujours, dans notre organisme, c'est pareil pour des enzymes, hein, on a un rôle d'une enzyme et on en a une autre qui vont contrebalancer l'effet de la première pour avoir un bon équilibre. C'est pareil pour le microbiome, c'est-à-dire que chacun de ces germes qui sont bons pour nous le sont que s'ils sont en harmonie, en équilibre avec les autres. Chacun isolément peut être pathogène, chacun peut devenir agressif et potentiellement induire une maladie s'il n'est pas équilibré par les autres qui contrebalancent son efficacité. Donc c'est cet équilibre non respecté qui va pouvoir entraîner cette inflammation dans des maladies auto-immunes par exemple. Merci J'espère beaucoup. que c'est plus clair dans l'explication. Ouais. C'était absolument passionnant. On vous applaudit. Merci beaucoup. Merci Anne. Donc, si vous souhaitez poursuivre les échanges, c'est tout à fait possible donc, au niveau de la galerie, donc au premier étage, où vous aurez également accès à toutes les animations qui sont proposées par nos partenaires. Et on se retrouve dans quelques minutes avec encore un sujet d'actualité, donc le piratage à l'hôpital. Merci beaucoup et à tout de suite.